Je voulais renforcer la parole du roi du printemps concernant, je l'avais dit il y a très longtemps, mais je pense ouais, qu'il y a quelqu'un qui est avec moi sur la plateforme ici, RAGP. Bon, je vais l'envoyer un message et puis si je peux avoir un débat avec lui. Donc, ça c'était pour un truc. Bon, je vais lui dire ce soir sur la plateforme RHDP ici, et si je peux avoir un débat avec lui, s'il attend et puis je vais lui dire qu'on va venir sur la plateforme pour vérité. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais comme toujours, ils sont en train d'interpréter ce que les gens disent et être répétiteur de ce que les gens disent et ce que tout le monde sait et faire des analyses à partir de ce qui s'est passé sur le futur, c'est deux choses différentes. Et je pense ouais, que ces personnes-là pensent ouais, qu'ils sont plus intelligents ou alors qu'ils veulent toujours faire comprendre ouais, qu'ils sont plus intelligents par rapport aux autres. Et c'est ce que je dis, les diplômes n'ont rien à voir avec l'intelligence, les diplômes n'ont rien à voir avec la connaissance, les diplômes n'ont rien à voir avec l'expérience. Voilà. Donc moi, je vais lui envoyer un message de soir là, sur la plateforme, et lui dire ouais, que bon, comme tu m'as répondu comme ça, moi je veux ouais, que toi et moi là, nous venons faire un débat sur la plateforme. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, ce que je voulais ajouter, comment on appelle ça? Et c'est ce que le frère avait dit tout à l'heure là, le roi du printemps avait dit, j'avais fait un long développement, et puis j'ai balancé ça sur la plateforme, et comme il m'a répondu nommément, parce que c'est ce que j'ai dit qu'il a répondu. Voilà. Et sur le WhatsApp. Et tu sais, quand quelqu'un te répond sur WhatsApp, il prend ton intervention, et puis maintenant, il prend une partie, et puis il répond en bas. Et comme la personne s'est adressée à moi personnellement, par rapport à ma réflexion, je vais l'inviter, je lui envoie un message ce soir, je vais l'inviter sur la plateforme. Et on fera ce débat-là. Et on fera ce débat-là pour que tout le monde sache finalement qui est qui, et qui fait quoi, et qui fait quoi. Moi, je ne suis pas un politicien pour le moment là, mais avec tout ce que j'apprends sur les réseaux sociaux et l'expérience personnelle de ce que j'ai traversé dans la vie et ce que j'ai vécu et ce que je continue de vivre. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont lu les choses dans les livres. Tu lis ça dans les livres, celui qui a étudié les États-Unis, les Amériques dans les livres et le Canada, celui qui l'a lu et celui qui est venu et puis voir les faits, en plus de ce qu'il a déjà lu, je pense ouais, que ça fait déjà une espérance de différence. Donc, je dis à cette personne-là que je vais lui envoyer un message. Je sais qu'eux tous nous écoutent. C'est en caché, regardez. Et je vais envoyer un message. Et maintenant, si vraiment il est sûr que lui, il est vraiment un politicien, il va venir me répondre là. Parce qu'on était tous sur la même plateforme avant. Je ne dirai pas son nom pour lui faire encore davantage de publicité. Parce que ce sont des personnes lâches. Le roi du printemps, je reviens à toi et je l'avais déjà dit sur une autre plateforme il y a très longtemps. Et ces mêmes personnes sont venues me répondre. Voilà pourquoi je reviens encore appuyer ce que tu avais déjà dit pour aller encore très loin concernant ce que tu as parlé de l'écho et concernant le comportement de la France. Et quand j'ai parlé du comportement de la France, c'est là que la personne est venue me répondre. Et ce que tu viens de dire, moi je n'ai pas mis ça dans ta bouche, je n'ai pas mis ça dans ta réflexion, mais là où la réflexion peut être véridique, tu peux l'accepter ou pas, mais je dis et je le répète, la politique française est l'une des mauvaises politiques au monde, sur le continent. Effectivement. Et il y a encore des années, peut-être qu'ils ont changé, c'est les magistrats français qui introduisaient les chefs d'État de la zone de l'Afrique centrale francophone. C'est eux qui les intronisaient, c'est eux qui disaient le serment. J'ai regardé cette vidéo et je n'en revenais pas au Gabon. J'ai regardé cette vidéo et je n'en revenais pas au Congo-Brazzaville. Des magistrats français qui ont porté les robes noires de la cour des juristes et qui ont intronisé Sassou Nguesso, qui ont intronisé la première mise de mandat de Ali Bongo, mais je n'en revenais pas. Je dis, mais comment dans un pays africain, c'est les juges français qui vont venir introniser des chefs d'État africains. Mais le roi du printemps, c'est ce que tu as dit. Et les gens, ils ont eu une réflexion. Je ne sais même pas pourquoi même il y a certaines personnes, même là, quand ils sont partis à l'école, il ne suffit pas de dire que j'ai un bac plus 40. Mais non.
Ce que le roi du président vient de dire, et le frère éclaireur, mais je l'avais déjà dit, il y a plus d'1 an de cela. Lorsque le président Alassane Ouattara a entrepris les démarches pour que les pays de la zone CFA soient les responsables directs de la gestion de la monnaie CFA, la France est rentrée dans toutes sortes de mesquineries pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quel que soit ce que les gens vont dire, la France a une mauvaise politique et c'est cette mauvaise politique-là aujourd'hui qui est en train de se retourner contre la France. En déplace qui veut l'attendre. Pendant que Guillaume Soro était en train de menacer le régime Ouattara, pendant que Guillaume Soro était en train de multiplier les conférences, pendant que Guillaume Soro était en train de fomenter des stratégies pour déstabiliser le régime de Ouattara en 2020, c'était où? C'était pas sur le territoire français? C'était où, après les élections, que Guillaume Soro a appelé l'armée ivoirienne à se rebeller contre le régime de Ouattara? Il a fallu que le président Ouattara tape du poing sur la table pour que Macron dise à Guillaume Soro qu'il est indésirable sur son territoire. Donc, ces éléments-là, est-ce que ça ne suffit pas? Mais partout, la France a failli créer le trésor de ceux qui se sont rebellés contre la France. La France ne peut pas aujourd'hui aller en Algérie pour aller faire du n'importe quoi parce que l'Algérie a combattu la France. Pendant que les colonies françaises, les pays francophones de l'Afrique et les autres pays qui sont dans les îles se sont mobilisés pour venir sortir la France des griffes de l'Allemagne. Mais pendant que les Africains étaient encore au front, un pays comme le Madagascar, qui réclamait leur indépendance totale, la France a déployé son armée avec les bateaux de guerre, venu bombarder le Madagascar, jusqu'à ce que les Malgaches eux-mêmes payent des bœufs, appelaient les Français pour venir finir une guerre, pour venir finir cette attaque. La France l'a fait. La France a fait le même comportement en Algérie. Voilà pourquoi l'Algérie s'est rebellée contre la France pendant que les enfants algériens étaient au front en Algérie. La France a laissé les enfants algériens au front venir attaquer les Algériens. Vouloir les coloniser, faire asseoir la suprématie des esclavagistes comme si c'était de leur temps colonial. Et les peuples algériens se sont rebellés contre la France aujourd'hui. Et c'est la France qui avait le monopole. Sur les ressources minières, gazières, pétrolières en Algérie. Et lorsque l'Algérie les a combattus, pour sauver leur dignité, la France s'est débordée sur le Gabon. Et toutes les ressources pétrolières, gazières sont aujourd'hui dans la main de la France. Évidemment, pour le Congo-Brazzaville. Mais est-ce que les pays qui se sont détachés de la France, qui étaient ses colonies, je prends un seul exemple, le Rwanda. Est-ce que depuis que le Rwanda s'est détaché de la France, jusqu'à changer la langue nationale, la première langue aujourd'hui au Rwanda a été la langue anglaise et la deuxième langue est une langue locale, qui est le Swahili. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de déstabilisation au Rwanda? Non. Et quand on parle ça, ils doivent savoir que les États n'ont pas de sentiments, les États n'ont que des intérêts. Et la France a déjà montré suffisamment aux États que ce sont ces intérêts d'abord qui priment. La France ne fait que broyer ses anciennes colonies. La France ne veut pas libéraliser ses anciennes colonies parce que la France elle-même n'a pas de ressources. Et quand on dit ça, il y a certains qui sont en train de chercher des places, je ne sais pas où, n'importe comment, et au prix de leur dignité. Et quand on dit ça, que ce n'est pas la France, c'est pas la France, c'est qui? Quand la France se trouve dans le nord du Niger, lorsqu'elle a été chassée comme un poisson pourri au Burkina, au Mali, et que la France se trouve dans le nord du Niger, avec tous ses armements, avec tous ses renseignements généraux, et qu'un président nigérien qui a été élu d'une manière démocratique, et qui supporte la France, dans sa politique nationale comme internationale. Comme la France peut être sur le territoire nigérien et qu'il y a un coup d'État. Et vous voulez qu'on dise quoi?
Parce que vous êtes à la recherche des petits postes miséreux. Pour venir faire quoi? Pour venir voler encore le petit peuple. Parce qu'à partir du moment que vous ne respectez pas votre dignité, vous ne garantissez pas votre dignité, mais vous vendez votre dignité, quel que soit le prix, pour avoir des postes, vous allez toujours répondre à ceux qui sont dans une vision et dans une ligne droite. Et moi, je ne perds de personne. Et je ne repère de personne. Et je ne me laisserai manipuler par personne. Mais je vais t'inviter et on va venir sur la plateforme. Et tout ce que vous avez manigancé depuis de l'autre côté, on va venir débattre ça d'une manière propre, nette, intellectuelle. On est tous partis à l'école. Vous devez le savoir. Et on a tous des intelligences. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête qui ont la responsabilité dans le parti RHDP, mais ils ne sont pas mieux que les autres. Mais dans un groupe, tout le monde ne peut pas être chef. Il faut des dirigeants. Tous les chefs d'État aussi, qui sont à la tête des États africains, ne sont pas les plus intelligents et les plus méritants de ce poste-là. Mais c'est parce qu'ils ont été, à un moment donné, dans le temps, des visionnaires, ils ont proposé, la majorité a adhéré, et d'une manière dictatoriale sur le plan de la démocratie, ils ont été votés. C'est pas parce que, aussi, que tout le monde a été d'accord sur les programmes, non. Mais la majorité qui les a votés, on les laisse exercer leurs fonctions. Mais ce n'est pas dit que pendant que tu le votes, c'est à un moment donné, lorsque tu as adhéré à son programme, c'est là que tu vas le voter. Mais dans son parcours, il peut y avoir des différences et tu peux te lever. Voilà pourquoi dans les pays de l'Occident, il y a certains qui démissionnent parce qu'ils ne sont pas d'accord. Vous êtes combien de personnes à démissionner de vos postes quand vous n'êtes pas d'accord? Des hypocrites. Vous ne voulez pas, mais vous ne laissez pas. C'est pas vous hier qui défendez, c'est pas vous hier qui défendez la démission du président Alassane Ouattara, l'administration des mandats. Je ne vous ai pas combattu, je ne suis pas resté sur ma ligne droite pour dire que le président Ouattara n'ira pas. Après, tu ne t'es pas rebiffé. Depuis que je prends la parole sur la plateforme, je n'ai jamais été liberté et je ne t'ai libéré jamais. Est-ce que c'est d'accord avec ce que le roi du printemps a dit? Quand le franc CFA est arrimé à l'euro, mais qui profite? Ce n'est pas la France qui profite, c'est les États-Unis. Et tous en profitent. Mais la majorité de celui qui profite là, c'est la France. Notre communication est liée à quelle communication? Ce n'est pas la communication française. Même quand j'appelle ici aux États-Unis, le CV passe d'abord par la France avant que j'ai mon interlocuteur en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que tout ça c'est gratuit? C'est parce que le président Alassane Ouattara, c'est un homme intelligent, il a renforcé son système de sécurité avec tous les grands cerveaux du monde. Vous pensez que sur les renseignements généraux de la Côte d'Ivoire s'arrêtait seulement sur la France, le président Ouattara serait aujourd'hui au pouvoir en 2020, avec tout ce qui s'est passé. Mais nous avons des Israéliens qui sont aussi des génies dans la communication. La France ne pouvait pas dire. La France ne peut pas dire. Elle ne pourra pas dire qu'elle n'était pas au courant de ce coup d'État qui s'est préparé contre Bazoum au Niger. C'est parce qu'aujourd'hui le président Ouattara est un homme solide. C'est parce qu'aujourd'hui, le président Ouattara sait comment le monde fonctionne. C'est parce que le président Ouattara aujourd'hui a le dos large. Donc la France ne peut rien. Et la France ne pourra rien. La Côte d'Ivoire est 2 fois plus grande que le Rwanda. Le Rwanda s'est désolidarisé de la France. Le Rwanda a mis chef de la politique française et le Rwanda se porte aujourd'hui mieux. Le Rwanda aujourd'hui est l'un des seuls empires sur le continent africain. Que ça soit dans tous les domaines. À un moment donné, il faudrait voir que quand vous cherchez vos postes là, quand il y a la vérité là, il faut dire. C'est pour éveiller la conscience des autres, des futures générations. Bande d'hypocrites. Qu'est-ce qu'a tué Kadhafi? Pourquoi Kadhafi a été assassiné? C'est parce qu'il a voulu créer une monnaie unique. Et si on créait cette monnaie unique, ça changeait les données.
Depuis que le président Ouattara a pris la décision, connaissant le monde des finances, connaissant le rouillage du système économique mondial, et de créer une monnaie qu'on va appeler l'euro, mais la France voit que progressivement, lorsque nous allons créer cette monnaie-là, mais puisqu'il y a certains pays qui se préparaient à venir à l'école, là où ça avait bloqué, c'était avec le Nigeria. Mais là, c'était déjà une question de leadership. Et la France est rentrée dans tous ces manigances. Vous pensez que c'est ce que vous voyez, mais il y a le non-dit qu'on ne dit pas. Il faut être intelligent, il faut être analyste, il faut être chroniqueur, il faut être visionnaire pour décortiquer. Vous pensez que quand on parle des activités mondiales et économiques, c'est dans les partis politiques? Et regardez-moi ça. Et depuis que le président Ouattara avait pris cette décision, toutes les manigances, même la Guinée se préparait à venir dans l'écho. Même le Ghana était partant. Les pays comme le Libéria et la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire fournit de l'électricité aujourd'hui à la Sierra Leone, au Libéria, au Niger, au Mali, au Burkina, même le Bénin, même le Ghana. C'était pour faciliter la fluidité économique. Lorsque nous serons tous dans cette zone monétaire, ça nous facilitera encore beaucoup d'échanges. Parce que faire aujourd'hui les affaires entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est un problème. Parce que le système monétaire du Ghana pose un problème. C'est une monnaie qui n'est pas stable. Idem pour le Nigeria. Idem pour le Libéria. Mais ceux qui sabotent aujourd'hui le franc CFA, mais quand tu rentres dans les pays, mais ils courent derrière le franc CFA comme si c'était du diamant. C'est la même chose au Ghana, c'est la même chose au Libéria. Il y a le dollar libérien, mais toutes les grandes transactions se font en dollars américains. Mais Samuel Doe est venu faire une révolution qui ne dit pas son nom, qui a changé complètement le dollar américain à au dollar libérien, mais qui ne vaut rien aujourd'hui. L'inflation aujourd'hui au Libéria, c'est impossible. Les Libériens aujourd'hui survivent. C'est la diaspora libérienne aujourd'hui qui sponsorise, qui nourrit leurs familles au Libéria. Le Libéria est le seul pays, et la Sierra Leone, à un degré moindre, la Guinée, où les parents restent ici pour expédier du riz à leurs parents comme si c'était Western Union. Et vous parlez de quelle souveraineté? C'est ce que nous disons, les un pas en arrière et les deux pas en avant. Les un pas en avant et les 1000 pas en arrière de la politique française, c'est ça aujourd'hui qui est en train de manipuler la France sur les territoires qui sont supposés être ses anciennes colonies. Est-ce que ce que nous disons, ce sont les faits qui sont factuels ou bien nous avons des imaginations fertiles pour accuser comme ça la France? Non. Pourquoi le Rwanda les a chassés? Pourquoi le Rwanda chasse la France de son territoire? Plus de millions de morts. Et vous voulez que les gens disent quoi? Allô? Et que les gens disent ok, la France doit changer sa politique. Il faudrait que la France change sa politique parce que la France n'est pas une italienne. À la fin, ça devient des escroqueries orales. C'est parce qu'aujourd'hui, Macron n'a pas la possibilité de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais vous, Français, voyez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de rentrer parmi les premiers pays producteurs de l'Afrique sur le continent, sur le plan gazier, sur le plan pétrolier. Vous pensez que si la France avait la possibilité de déstabiliser la Côte d'Ivoire, la France n'allait pas le faire, mais la France avait cette ambition de le faire en 2020. Parce qu'à ce moment, tout n'était pas peut-être encore planifié, arrêté, mais comme le président Ouattara est visionnaire, mais il avait déjà tout calé, même si le président Ouattara n'était plus là, la France n'avait plus encore les manœuvres pour venir encore déstabiliser la Côte d'Ivoire et changer certaines données pour avoir la main sur la production pétrolière. Et comme la France n'a pas été à l'origine de la découverte de ces ressources minières pétrolières aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais la France n'est pas tranquille. La France se voit aujourd'hui, un pays qui se voit aujourd'hui qui est en train de perdre la Côte d'Ivoire.
vous allez venir nous dire quoi? Même si nous ne sommes pas des dirigeants, nous ne sommes pas des leaders de partis politiques, mais on a parcouru aussi le monde. On voit comment le monde fonctionne un peu. Et c'est vous qui voulez diriger la Côte d'Ivoire de demain. Jusqu'à où ils disent même que non, que Ouattara, toi tu n'as pas dit que Ouattara n'est pas parti. Toi tu n'as pas dit ça. Après l'exemple sur Franklin Delano Roosevelt, tu n'as pas défendu ça. Je ne suis pas sorti contre toi. Tu t'es pas rebiffé après, tu n'as pas ravalé ce que tu avais promis. Que le président Ouattara est fatigué. Oui, le président Ouattara est fatigué. Il a des signes de maladie. Il est tout simplement fatigué parce qu'il y a des idiots, il y a des ignorants, il y a des imbéciles, il y a des criminels qui pensent que tout se résume avec la violence. C'est ça qui fatigue le président Ouattara. Parce qu'il a plus de 100 ans de vision. C'est ce qu'il est venu trouver en train de malmener la Côte d'Ivoire. Surtout les sens des gens comme Pétier, des gens comme Bago. Et tous les congrès d'opposants. Et c'est ce voyou-là qui se remettent ensemble en 2020 pour venir nous combattre. Vous avez des dirigeants, vous êtes diriger la Côte d'Ivoire. Et quand on dit ça que non, on doit suivre le président Ouattara. On peut suivre le président Ouattara, mais cela ne veut pas dire que nous aussi, qui suivons le président Ouattara, nous n'avons pas aussi notre mot à dire. On ne parle pas d'un problème de chef de famille, on parle d'une nation. La construction d'une nation, chacun amène sa petite pierre. Et c'est ça qui grandit la nation, c'est ça qui solidifie la nation. Qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire quand Gbagbo, Laurent Bédé se disent que les ressortissants du Nord ne sont pas des Ivoiriens? Et pendant ce temps, ils parlent de panafricanisme, on dit Gbagbo Laurent. Qu'est-ce que des gens comme Blé Goudé, les Sorogium, qui veulent aujourd'hui prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire? Macron a la chance d'être aujourd'hui à la tête de la France parce que la France a des institutions fortes. C'est pas Macron qui est fort. Et c'est ce que Barack Obama avait dit, que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Mais nous disons aussi, mais pour qu'il y ait des institutions fortes, il faudrait qu'il y ait des hommes forts pour faire asseoir des institutions fortes. Vous allez venir nous dire quoi ici? Il suffit qu'on vous donne des petits postes, vous êtes prêts à servir le diable, mais on vous attend. C'est Blé Goudé qui va venir diriger la Côte d'Ivoire. Blé Goudé devait être sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Ou bien ce Sorogium. Bande de minables. Et quand on va vous demander, vous direz que, non, que ça fait plus de 20 ans que je suis la politique de la Côte d'Ivoire. Ça fait plus de 20 ans que j'ai servi dans telle base, j'ai milité dans telle base. Vous pouvez militer pendant 20 ans. En politique, c'est pas parce que tu es venu à la première heure. Non. On peut venir à la dernière minute et puis être plus efficace, plus visionnaire que celui que tu as trouvé là, il n'y a plus à la première seconde. Le cas de Ouattara nous a enseigné, non? Il n'a pas trouvé les Bédier, les Kikawe, les Fologo, et tous ces conglomérats, les Gbagbo Laurent sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Et maintenant, lorsque le navire Ivoire est en train d'écouler, qui est venu sauver le navire Ivoire? Qui est venu sauver le nom du vieux? C'est le président Ouattara. Et après, de ceux qui ne voulaient pas du tout le voir, en fabriquant tout ça des pièces, des personnes de non grata en Côte d'Ivoire, ils ont pensé que s'ils ont apporté la Côte d'Ivoire. Dès que le président Ouattara a laissé son premier souffle, la Côte d'Ivoire est restée là. La Côte d'Ivoire n'a plus démarré. Il a fallu lui encore qu'il vienne relever encore la Côte d'Ivoire. Là où ceux qui se réclament, les dignes fils de cette Côte d'Ivoire, il a détruit, la mettre en cendres. C'est lui qui vient balayer, créer de nouvelles fondations, relever de nouveaux bâtiments. Ce n'est pas parce que vous avez milité dans des partis politiques il y a 100 ans que ceux qui viennent, qui vous connaissez même. Si ce n'est pas sur la chaîne, si ce n'est pas sur le Facebook là, qui vous connaissait? Et puis on ne peut pas respirer. Éclaireur, c'est la plateforme Éclaireur aujourd'hui qui est écoutée à travers la Côte d'Ivoire. Que ce soit opposants, que ce soit sympathisants et les militants du RNDP. Les vrais. Ceux qui sont visionnaires. Ceux qui veulent le progrès. Ceux qui veulent le progrès dans la vérité, pas dans la lâcheté. Ceux qui veulent le progrès dans la dignité.
ceux qui veulent une Côte d'Ivoire de fusion sur 100 ans. Et on ne marchera, personne ne va nous intimider, et personne ne pourra nous intimider, et personne ne va changer notre ligne de conduite. Bande de lâches. Mais vous tous, je vous attends au carrefour, que ce soit d'une manière spirituelle ou physique. Parce que vous êtes des personnes lâches, vous ne vous assumez pas, et vous êtes les premiers à prendre la poudre d'escapette lorsqu'il y a un pétard. Bande de marionnettes. La France a une salle politique. Et la France doit changer sa salle politique. La France ne peut pas être chassée par le Mali, le Burkina et être au Niger et que Bazoum soit destitué avec la fusion là où il fallait une démocratie. Et la France aussi, Bazoum n'a pas accepté hier qu'elle se déverse dans le nord du Niger. Est-ce que la France ne pouvait traverser tous les autres pays pour venir se cantonner au Niger? Pourquoi la France ne peut pas en Algérie? Bande de lâches. Merci le roi du printemps. Je crois vraiment, je vais vous dire encore bonne soirée aujourd'hui. Il fallait que je prenne la parole. Mais vous ne quittez pas, parce que j'avais besoin de vous. Oui. Restez en ligne. Je vais donner un petit coup de politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et donc, les questions que je vais poser, vous répondez simplement par un oui ou par un non, sans perdre de temps, parce que je serai dans une dynamique pour aller plus vite. Est-ce que vous souhaiteriez que je vous définisse ce que c'est que la politique? Oui. Ok. Dans un sens, on peut définir la politique comme l'ensemble des actions qui apportent l'équilibre du développement en interne comme en externe d'une société humaine. De façon simple, on peut dire que la politique, c'est la gestion de la chose publique. Mais toujours est-il que ces actions qui sont menées là, ces stratégies qu'on met en place là, c'est pour créer l'équilibre dans son pays et l'équilibre de son pays à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la politique. Et donc, c'est pour servir la collectivité. Donc, dans la pratique de la politique, selon votre puissance dans le monde, vous pouvez pratiquer de la géopolitique. Surtout, j'en reviens maintenant aux États qui sont les plus forts. Parce que dans le monde, il y a des États qui sont plus forts et il y a d'autres qui sont plus faibles. Et quand vous êtes fort, vous aurez donc d'autres nations fortes en face de vous. Et vous allez avoir de la compétition sur d'autres petits États pour pouvoir maintenir vos influences et surtout maintenir une certaine souveraineté de votre État sur ces petits États-là. Ça a toujours été comme ça. Quand on lit les livres de Machiavel et autres, on passe sur beaucoup de détails, mais c'est comme ça. Et c'est ça qu'on appelle la géopolitique. Parce que vous allez bien comprendre mon déroulé si vous suivez correctement. J'ai défini ce que c'est que la politique. J'ai dit que c'est l'ensemble des actions qui apportent le développement, mais de façon équilibrée dans un pays à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà comment j'ai défini la politique. Donc ta politique là, même si tu l'as réussi à l'intérieur de ton pays, mais que tu n'as pas une bonne politique extérieure, tu ne peux pas réussir ta politique. Et c'est ça qui m'a conduit à aller vers la définition de la géopolitique. Et dans la géopolitique, il y a les États forts et il y a les États faibles. Et là, nous parlons des États forts. Après la Deuxième Guerre mondiale, quels sont les États forts? Ce sont d'abord deux définitions fondamentales. Les États qui ont gagné la guerre, c'est eux qui sont restés les États forts. Et par la suite, ceux qui ont eu la bombe atomique. Voilà ce qui définit aujourd'hui la force d'une nation aujourd'hui. Il y a deux aspects. Politiquement parlant, ceux qui ont gagné la guerre et ceux aujourd'hui qui possèdent la puissance nucléaire. Mais ce n'est pas suffisant. En tant que puissance forte dans le monde, si tu veux te maintenir, il faut savoir que c'est par rapport à d'autres nations fortes que tu dois maintenir ton influence et ta souveraineté dans un État extérieur. C'est pourquoi on parle de diplomatie en politique. Mais revenons au fait simple. Est-ce que la France n'a pas perdu le Burkina? Est-ce que la France n'a pas perdu le Mali? Est-ce que la France ne vient pas de perdre le Niger? Est-ce que la France n'a pas perdu la Centrafrique? Or, pour des gens qui sont réalistes et qui comprennent la politique mondiale, depuis avril 2022, j'avais dit ici et j'avais cité ces pays-là. Allez reprendre nos émissions.
j'avais dit que la Russie est en train de mettre tout un ensemble de stratégies pour faire tomber des pays comme le Niger, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. Le Mali était le seul pays qui était tombé à l'époque. Ces émissions-là, elles existent. Et donc, pourquoi cette réalité-là arrive? Parce que ce que tu as là, quand tu perds là, il faut te poser la question, qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu? Soit peut-être tu as donné, et là, tu contrôles l'activité de donner. Mais quand ce que tu as là, quelqu'un d'autre vient prendre, ça veut dire que ta politique était la mauvaise. Ta stratégie était la mauvaise. Et aujourd'hui, si la France a perdu le Burkina, c'est parce qu'il y a des erreurs et des défaillances dans la politique globale de la géopolitique française. Si la France a perdu le Niger, alors que la France même voulait se baser sur le Niger dans sa lutte dans le Sahel, dans sa présence au Sahel, ça veut dire que la France est à court d'idées. Si la France a perdu d'autres États, comme la Centrafrique, c'est la même stratégie. Il faut être foncièrement pas connaisseur de la réalité mondiale, ou bien être cloîtré dans une zone de confort pour penser que ce que nous pensons, c'est la science infuse. Mais nous nous disons la réalité et on met quiconque au défi de venir le prouver. Ce que j'ai dit là, je mets quiconque au défi de venir me démontrer que cela est faux. Ça, c'est un. Mais je ne m'arrête pas là. Parce que parler est facile, c'est moi j'ai parlé. On peut dire je n'aime pas ta gueule, ça s'arrête là. Mais allons, je prends Financial Afrique. J'ai déjà mis le lien que tout le monde peut vérifier. Et je vais prendre le soin de bien lire. Ce document a été écrit par un doctorant en sciences politiques. Ça a été écrit, ce document-là, le 18 janvier 2023. Et qu'est-ce que le document nous dit? Parce qu'on peut estimer que toi, éclairé, tu as une forte gueule, ben, ça ne fait pas de la politique. On est d'accord. Le B52, non, ben, vous êtes là, vous ne connaissez pas la politique, c'est vrai. Mais quelqu'un qui est doctorant en sciences politiques, quand même, et que sa réflexion est reprise par Financial Afrique, parce que nous, la différence, c'est que quand on parle du factuel, on parle du réel, et on est capable d'anticiper. C'est ce qui montre la dynamique des cerveaux. Il y a des cerveaux qui sont là pour accumuler, mais qui ne peuvent pas digérer pour pouvoir produire. Et plutôt, nous sommes des machines à la réflexion par anticipation. Et donc là, lisons ce doctorat en sciences politiques. Si l'article n'était pas à la hauteur, il n'aurait pas été repris. Ça, c'est un premier argument que je donne. Mais lisons le corpus, le corps de l'article, et chacun va comprendre si la France est en train de perdre à cause de sa mauvaise politique ou pas. On lit cela ensemble ici. J'ai mis le lien, parce qu'ici, sur cette plateforme, on ne parle pas avant de donner les preuves. Tu mets les preuves pour que tout le monde voit. Et si vous n'êtes pas d'accord, je remets encore les preuves. Mais je commence déjà, j'ai déjà mis 3 fois. Et donc, pour plus encore, si peut-être les uns et les autres estiment qu'ils ne voient pas, je vais encore la remettre. Voici ce que le document nous dit. La France a longtemps été considérée comme une puissance dominante en Afrique, grâce à son histoire coloniale et à ses liens économiques et culturels étroits avec de nombreux pays d'Afrique. Cependant, ces dernières années, il est devenu de plus en plus évident que la France perd son influence sur le continent africain. Cher René, ça veut dire quoi en français simple? Il est devenu de plus en plus évident que la France perd de son influence sur le continent africain. Ça veut dire quoi? Ok, certainement que le nez n'est peut-être plus avec nous. Et donc, ça veut dire que la France, là, ce qu'elle possédait, là, elle est en train de perdre. Ça, au moins, les gens comprennent ça. Il y a plusieurs... Non, je suis là. Comme je me suis mis là, je suis là. Ok. Effectivement, c'est ce que tu as dit. Ok. Ça veut dire que la France est en train de perdre ce qui était à son avantage, Ok. et ce qui était considéré comme son précaré. Ok. Je suis là. Je me suis mis pour ne pas te déranger. Okay. Bon, qu'est-ce que vous avez dit et que le roi a dit qui soit différent de ce qui est dit là? Où est la différence? Il n'y a pas de différence, pas du tout. Ok, il n'y a pas de problème, mais continuons. Il y a plusieurs raisons à cette perte d'influence. Quand tu perds ton influence, ça veut dire que tu perds ta crédibilité. Quand tu perds ta crédibilité, ça veut dire que tu perds de ton influence. Ceux qui devraient avoir peur de toi n'ont plus peur de toi. La force que tu avais là, ça n'inquiète plus personne. Ta souveraineté là, ça finit par être quelque chose de commun. C'est ce que ça veut dire. Or, un État qui n'a plus ces leviers-là devient aussi un État faible. C'est ce que ça veut dire. Et donc, il y a plusieurs raisons à cette perte d'influence. Tout d'abord,
de nombreux pays africains cherchent à se libérer de la tutelle économique de la France et à diversifier leurs partenariats commerciaux. Le premier partenaire aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est la Chine. Pourquoi la Côte d'Ivoire, malgré qu'on l'accuse d'être avec la France, pourquoi la Côte d'Ivoire ne privilégie pas aujourd'hui le partenariat français, malgré qu'on accuse la Côte d'Ivoire d'être l'élève de la France? Or, c'est ce combat-là que beaucoup de pays africains sont en train de mener. Ce que nous disons là, tout est vérifiable. Allez taper sur Google quels sont les partenaires économiques de la Côte d'Ivoire en 2023. Vous allez voir la liste et vous allez voir la position de la France. Les relations économiques de la France avec l'Afrique ont été largement basées sur l'exploitation des ressources naturelles, mais les pays africains veulent maintenant une coopération plus équitable et plus durable. Du win-win, dit-on. Ces dernières années, la France est de plus en plus confrontée à la concurrence d'autres puissances étrangères qui cherchent également à étendre leur influence en Afrique. C'est le cas des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Ces pays ont augmenté leur présence sur le continent et ont des intérêts économiques, géopolitiques divergents de la France. Vous avez bien écouté la définition que j'ai donnée de la politique, la définition que j'ai donnée de la géopolitique, et ce que je suis en train de vous dire là, ça devient un cours de travaux dirigé pour expliquer simplement. Aujourd'hui là, si la France a perdu son influence là, c'est parce que les grandes nations de ce monde là, qui ont soit gagné la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ou bien qui ont la puissance nucléaire, au nom de ces réalités là, aujourd'hui, là où la France avait de l'influence, c'est que la France avait en main là, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie ou la Chine, eux aussi sont en train de se confronter à la France. Et donc, vu que la politique française manque d'imagination, vu que la politique française, il n'y a plus l'influence qu'elle avait, c'est ce qui fait qu'elle est en train de perdre donc son pouvoir. Au cours de l'été 2022, une rare coïncidence a attiré l'attention des observateurs avertis de la politique africaine. Les visites en Afrique du président Emmanuel Macron et du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Le premier, c'est-à-dire Emmanuel Macron, s'est rendu au Cameroun, au Bénin ou en Guinée-Bissau. Tandis que le second qui s'est déplacé en Égypte, au Congo-Brazzaville, en Ouganda et en Éthiopie. De sa première prise de parole au Cameroun, Emmanuel Macron a choisi de mettre en scène lui-même une compétition en Afrique entre les deux puissances. Et c'est cela qu'on appelle la géopolitique. La géopolitique, ça veut dire que tu utilises ton influence pour aller sur un territoire extérieur pour pouvoir maintenir ton influence et ta domination. Et Emmanuel Macron reconnaissait, à partir de l'été 2000, quand Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, est venu là, ils sont venus au même moment en Afrique. Mais Emmanuel Macron est parti au Cameroun, au Bénin et en Guinée. Le ministre Sergueï Lavrov de la Russie, lui, il est parti en Égypte, au Congo-Brazzaville, en Ouganda et en Éthiopie. Macron est resté au Cameroun, il dit vraiment il y a une compétition entre les grandes nations. Mais c'est cette compétition-là qui est là. C'est cette compétition-là qui a fait qu'ils ont perdu le Niger. C'est cette compétition-là, vu que la France ne tient pas aujourd'hui, idéologiquement parlant, devant son précaré là, qu'ils ont perdu la Centrafrique, qu'ils ont perdu le Burkina. Donc là, il n'y a pas quelqu'un qui reconnaît les faits mieux qu'Emmanuel Macron lui-même, qui continue de jouir d'un siège permanent au Conseil. Et vous avez vu ce que je disais. La France qui continue de jouir d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça pourquoi? Parce qu'ils ont été parmi les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'attitude paternaliste du président français a choqué. Et l'Afrique de l'Ouest, sa posture et ses propos ont immédiatement suscité de nombreuses critiques. Et donc l'une des premières erreurs de la France, c'est de croire que les Africains seront toujours des grands enfants et qu'ils ne grandiront pas et qu'il faut continuer à les infantiliser et à les traiter comme des gros êtres mais sans cerveau. Aujourd'hui, ça gêne fortement les Africains et surtout la jeunesse africaine. Et ça, c'est un premier problème que la France devrait corriger dans sa diplomatie ou bien dans sa politique à travers le monde. Pour la France, la perte de vitesse en Afrique, l'urgence n'est manifestement plus au renouvellement de ses relations avec les chefs d'État et les sociétés civiles peuvent attendre. En Afrique, cette véritable fuite en avant de la France, cette non-stratégie à courte vue, l'enferme finalement dans un cercle vicieux qui l'amène chaque jour un peu plus à perdre en influence. Alors que Brazzaville accueillait en grande pompe le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, le président français se retrouvait au Cameroun. Le Congo-Brazzaville a voulu explicitement faire comprendre au président français que si Paris les estime infréquentables, d'autres pays économiquement, militairement puissants sont prêts à prendre la relève. Et donc, les plus petits que nous sommes aujourd'hui, on regarde les influences de chaque pays et on se dit, si on doit se déterminer là, on regarde ce qui nous arrange et puis on va vers là-bas. Début
Depuis le début de la guerre en Afrique, les Européens en général et Emmanuel Macron en particulier cachent mal leur perte de l'influence du pays sur le continent. On nous répète le même mot ici. Et alors que l'Europe cherche par tous les moyens à trouver des ressources fossiles alternatives à la Russie, la France patauge en Afrique du Nord. Ses relations avec le Maroc continuent d'être difficiles. Et l'Italie, lui, a grillé la politesse il y a 7 mois en signant un contrat de gaz géant avec l'Algérie. La même chose se pose en Côte d'Ivoire avec la société Eni qui n'est pas française, qui est encore italienne. Fini le temps où l'on attendait encore poliment la France sur le continent. Aujourd'hui, les pays africains sont courtisés par l'ensemble des grandes puissances du monde. On n'a pas dit sont courtisés par toutes les nations, on dit les grandes puissances. J'ai déjà expliqué tout ça en début. Et donc, on continue. La stratégie de la pression par les médias et la justice est désormais connue. La sempiternelle affaire des biens mal acquis, qui était souvent exhibée pour faire peur aux dirigeants congolais, équato-guinéens, gabonais et autres, ne fait plus recette. Mettre la pression sur des dirigeants africains en lâchant des bombes médiatiques, les unes aussi sales que les autres, apparaît désormais comme des pétards mouillés. Une autre illustration de la perte de son précaré dans ses colonies, le Togo, le Gabon. Un bras d'honneur diplomatique a récemment été envoyé à la France par les deux pays, piliers historiques de l'Afrique francophone, dont les présidents ont tous deux succédé à leur père à la tête de leur pays. Ils ont choisi de rejoindre la communauté des pays anglophones. Leur adhésion officielle a été actée le 25 juin 2023 à l'occasion du sommet du Commonwealth qui s'est déroulé à Kigali au Rwanda, un pays ex-francophone devenu anglophone dont la réussite économique inspire le continent. Il y a plus de 10 ans, 20 ans ou 30 ans, cette situation relèverait de la science-fiction. Et ce que j'explique, c'est tellement évident qu'il faut vraiment être souffrant d'une cécité intellectuelle pour venir dire le contraire. Aujourd'hui, elle est bien réelle. Chassée du Mali par la Russie, la France est en train de repenser tout son dispositif militaire antiterroriste dans la région. La politique africaine d'Emmanuel Macron, durant son deuxième mandat qui a démarré l'année dernière, ne s'annonce pas, en tout cas, guère comme un long fleuve tranquille, mais bien plutôt comme un chemin de crête périlleux, avec une marge de manœuvre particulièrement étroite. L'intervention militaire en Libye par la France a été largement critiquée et a contribué à l'image négative de la France dans de nombreux pays africains. Les Africains, dans une large frange, n'ont pas dirigé le décès en 2011 de Muammar Kadhafi suite à l'intervention de l'OTAN motivée par Nicolas Sarkozy. La France reste un acteur important en Afrique, mais il est clair que la France doit réviser sa politique étrangère en Afrique si elle veut maintenir son influence sur le continent. Il est temps pour la France de mettre en place cette stratégie plus durable et plus respectueuse des intérêts des pays africains pour assurer une coopération mutuelle et bénéfique. Emmanuel Macron l'a dit, depuis une vingtaine d'années, nous sommes bousculés. Peut-être parce que nous étions endormis alors que la Chine, l'Inde et la Russie et la Turquie ou l'Allemagne menaient l'offensive et prenaient une bonne partie des parts de marché. Voilà un autre aveu d'Emmanuel Macron encore. Mais quand les Français même reconnaissent qu'ils ont perdu de l'influence, mais qui sommes-nous pour venir dire le contraire? Ou bien parce que c'est nous on dit donc c'est pas bon. Avait déclaré lors de sa dernière tournée africaine à l'été Emmanuel Macron. Le résultat est sans appel selon les chiffres que nous sommes procurés au sujet du Cameroun par exemple. Les entreprises françaises, qui sont environ 200, ne pèsent plus qu'environ 10% de l'économie du Cameroun contre 40% dans les années 90. Une différence abyssale. Et l'article est là. Tout le monde peut lire cet article-là. Et donc, venir dire le contraire, ce serait faire preuve vraiment de mauvaise foi. La France est en train de perdre et elle perd grandement. Et je suis heureux de vous dire que le président de la République est rentré ce soir. Je viens de recevoir toutes les images et il est rentré très souriant et très confiant. Chers Ivoiriens, dormez en paix. Et donc, cher René, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci. Ok, mon frère éclaireur. Parce que c'est ça, des personnes vraiment qui ne savent pas ce qu'elles veulent, des personnes qui sont à la recherche et qui ne savent pas de quoi, qui veulent juste se faire voir, même là où il n'y a rien à dire, veulent intervenir d'une manière fantaisiste pour juste se faire voir. Et même quand le président lui-même dit, au cours
des assemblées du parti politique et du RHDP, lorsque le président lui-même dit à ses responsables du moment de s'approcher à la base, tu trouves des personnes sur les réseaux sociaux qui viennent défendre, coûte que coûte, la position de certains responsables du RADP qui eux-mêmes savent très bien qu'ils sont voués par la base. Et plus loin, lorsque Touré Suleiman, le conseiller du Premier ministre Patrick Hachi, fait une vidéo avec certains partisans et militants du RADP à sa résidence à Bouaké, dit que le président Ouattara a nommé certains responsables au RADP. Ils ont tous les avantages. Et que ceux-là, ils ne pensent qu'à eux, et ils ne pensent pas à la base. Il y a certains nouveaux responsables qui ont été nommés par fantaisie, qui viennent dire sur les réseaux sociaux que non, on doit le doucement avec les responsables des partis politiques, du RADP. C'est que le président lui-même dit. C'est que le président lui-même confirme. Et qu'un autre cadre, Touré Suleiman, quand même, n'est pas n'importe qui au RADP, qui vient affirmer ce que le président a dit. Je trouve de certaines personnes, des intimes, des malhonnêtes, venir faire la contradiction sur les réseaux sociaux. Non, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Il n'y a pas de problème. Et merci à tous les militants, merci à tous les sympathisants, merci à tous ceux qui sont restés à l'écoute jusqu'à cette heure tardive. Selon la position, demain c'est un autre jour. Nous comptons sur vous. Vous pouvez compter aussi sur nous. Nous ne sommes pas des personnes vendues, nous sommes des personnes de conviction et personne ne viendra nous déranger dans notre droite ligne. Si on peut applaudir, ces responsables RADP peuvent applaudir, recevoir les bleus coudés, recevoir les Kadiseri, les 5 Kassi, nous autres qui avons payé les litres rubis de cette guerre. Et lorsque nous disions ce qui est à dénoncer, et qu'il y a des malhonnêtes qui veulent venir nous combattre, alors nous les attendons de pied ferme. Et on ne leur ferait pas des cadeaux. Et, non, on parle de la politique et j'étais à tout le monde. Celui qui était avec toi hier, qui veut te faire passer comme un extrémiste, combat-le parce qu'il est en train de schématiser, il est en train de faire accepter les autres, si jamais un malheur arrivait, que oui, avant que ce malheur n'arrive, ils avaient déjà planifié, ils avaient fait des discours populistes pour accepter les consciences à ce qui est tu as subi ou en train de subir. N'acceptez jamais cela. On parle de la politique, les frères. Et en politique, il n'y a pas de sentiments. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup, cher René. Et relativement au débat dont vous aviez fait cas, je serais plus qu'heureux d'être celui qui sera le modérateur si d'aventure devra avoir lieu. C'est ce que je tenais à ajouter. Et donc, on va revenir au roi du printemps qui avait la parole. Le roi, vous avez la parole. Ok. Voilà, merci à B.C. Kandé. Et moi, je dis ceci, éclairé. On peut ne pas aller à l'école. On peut ne pas faire de grandes études. Mais la chose la plus certaine, c'est quand toi-même tu vois de tes propres yeux ce qui se passe là. Mais tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour voir. Mais est-ce que ce ne pas les mêmes personnes qui nous ont dit tout va bien ici en Côte d'Ivoire, tout est parfait, et qu'on ne doit pas parler? Mais quand nous tous on sait que tout n'est pas rose en Côte d'Ivoire. Mais quand vous voyez leur position, allez-y comprendre qu'on n'a pas la même position. On n'a pas la même position. Et puis eux là, ce qu'ils recherchent là, nous, ce n'est pas ça nos recherches. Nous, on est là pour l'intérêt général. Mais quand ils font ce genre de communication, mais c'est dans quel objectif? De plaire à certains dirigeants. Ils veulent des postes. Ils veulent des postes. Donc il faut plaire aux décideurs qui veulent leur donner des postes pour avoir ces postes-là. Mais c'est bien malheureux. C'est très malheureux. Et c'est comme ça, ils ont fait, puis Laurent Gbagbo et puis Ali Koda Bédia, leur régime-là ont chuté. Mais le régime du président Alassane Ouattara, ça ne va pas chuter à cause de vos mensonges-là. Vous qui voulez faire plaire, ça ne va pas marcher.
Et donc, pour revenir à la politique française sur le continent, mais clair, moi, je ne suis pas un professeur agrégé de quoi, de tant, non, moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Mais moi, là, je sais analyser une situation politique aussi. On est tous sur le continent ici. Quand vous regardez ce que moi j'ai dit là, mais on n'a même pas besoin d'aller à l'école. Toi, tu es là depuis des décennies, tu es là. Tu es là. C'est comme si c'est ta maison. Tu as assis une langue. Les gens sont là à l'école pour apprendre ta langue. Et puis celui-même là qui n'a même pas une petite colonie ici là même. Pour dire même qu'on va parler, on va enseigner un russe. Pour parler russe en Afrique ici, j'en ai pas. C'est lui-là qui vient te chuter dans ta maison, sur ton territoire, il te frappe et puis il te chasse. On va venir dire que non, la France n'est pas en train de perdre ses colonies. Mais ceux-là, mais c'est pas, on dirait qu'ils ne sont pas sur le même continent que nous. Hein. Ils sont pas en Afrique ici. Oui, ils ne sont pas en Afrique. Éclairez de vous à moi. Vous connaissez une colonie russe en Afrique? Non. Vous voyez? Mais quand on prend, Jouka en Afrique, on fait comme on appelle l'espace francophone, Jouka, on organise les Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie. Bon, quand la Russie, et que la Russie se comporte aujourd'hui en maître, moi je peux même dire que la Russie est en train de régner en maître absolu, parce que la France n'existe plus sur le continent. Il faut dire la vérité aux gens. Ce que vous voyez là, c'est les résidus. La France n'existe plus sur le continent africain. Je peux même dire que le seul pays, peut-être intégré moins, qui donne encore la considération à la France, c'est la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. Non, il faut le dire honnêtement. Peut-être avec Patrice Talon, le Bénin, souvent, regardez. Qui considère la France encore? Cette France-là ne fait plus rêver, cette France-là ne fait plus peur. Si le Mali a réussi à chasser la France de son territoire, même si les djihadistes sont en train de venir, mais quand même, l'objectif que Blatten là, ils ont atteint leur objectif, ils ont chassé la France de leur territoire. Voilà, le Burkina a chassé les forces, comment on appelle, spéciales françaises. Qui aurait cru? On parle de la mauvaise politique, d'hypocrisie de la France. Et vraiment, je pense que cette mauvaise politique-là, la France est en train de récolter le résultat. Et ça n'a pas encore commencé. Hein. Ça n'a même pas encore bien commencé. Et vous allez voir, les années qui vont venir là, seront très riches pour la France sur le continent. Je le dis honnêtement. Parce que ce qui s'est passé au Niger va donner des velléités à d'autres pays. Parce que si, quand ça va finir là, la fin là, ce que nous sommes en train de vous dire ici là, vous allez entendre très prochainement, ils vont faire une déclaration pour dire que Barkhane doit quitter le territoire nigérien. Et déjà, ils ont commencé. Parce que quand ils ont fait les communiqués, ils ont dit que l'espace terrestre et aérien est fermé jusqu'à nouvelle ordre. Mais ils sont venus dire que la France a violé le territoire en faisant atterrir des avions. Alors qu'ils ont fait le communiqué pour dire ça. Vous allez voir, ça commence un peu. Ils vont venir s'asseoir pour dire non, il faut que la France parte du Niger. Mais la France n'aura d'autre solution que de quitter parce que ce n'est pas leur territoire. Et même s'ils vont mourir, ils vont dire à la France de quitter. Parce que la France est très hypocrite dans sa politique. Il faut dire la vérité aux gens. Non, on ne va pas cacher ici. Hein. Le cas de la Côte d'Ivoire, c'est parce que, comme l'a dit le président Alassane Ouattara, est solide et clair. Est-ce que qui peut dire pourquoi le président a haussé le ton avec les journalistes français lorsqu'il allait déposer, lorsqu'il allait déposer sa candidature? Bon, et le roi? Oui. Attends, je vais expliquer ça un peu aux gens même. Ce que le roi est en train de dire là, le jour où il y a un journaliste qui a demandé au président, est-ce que c'est pas un mandat de trop qu'il fait en allant déposer sa candidature, c'est ça, non? Oui. La réponse, tout le monde l'a vu ici sur Internet.
Et donc, je vais vous faire l'économie du temps. Mais là où réside l'intérêt de la question, mais c'est comment et pourquoi. Parce que ce n'est pas aux journalistes qu'il a parlé. Parce que je vais vous dire la vérité. Les journalistes occidentaux, là, souvent, ce sont des espions. Ou bien on les envoie, on écrit un message, on leur dit, bon, comme nous, on ne veut pas se déplacer là, on envoie, on dit de venir te poser cette question-là. La réponse que tu vas donner là, c'est Emmanuel Macron, tu es en train de donner comme ça. Et c'est une question qu'on a posée. Le président français, je suis en train de vous dire la vérité. Le président ivoirien, la manière qu'il lui a répondu, il lui a dit, la traîtrise que vous avez voulu faire avec Soroguium pour me faire tomber là, je vous ai vaincu avec votre Macron. Donc là, je peux faire 10e mandat. Oui. Je vais simplifier les choses pour tout le monde. Parce que qui connaît le fonctionnement de la diplomatie et le poids des mots, il ne faut pas se baser sur la surface. Il faut tenir compte de ce qui se passe. Ça veut dire les événements et des enjeux. Et quand tu prends ces deux facteurs-là, est-ce que ce n'est pas en France que Soroguium a fait la pluie et le beau temps à l'hôtel Bristol? Est-ce que ce n'est pas là-bas qu'ils ont planifié avec Macron le coup d'État contre la Côte d'Ivoire et que l'autre, comment il s'appelle, Thiam devrait être leur premier ministre pour conduire le CNT? Oui. Tout s'est fait en France. Et donc, de quoi est-ce qu'on nous parle? Mais quand tu arrives à vaincre quelqu'un, mais tu lui dis ce que tu penses réellement. C'est pourquoi le président Ouattara a parlé comme ça, sans élégance, pour leur dire là, je peux aujourd'hui me débarrasser de vous. Et donc, je crois que si ce message-là est bien compris, vous pouvez continuer. Ok, c'est ça, merci. Donc, il a répondu sèchement aux journalistes et c'est tombé dans l'oreille de Macron. Donc, vous voyez, déjà, en fait, ils sont avec toi, ils font comme s'ils sont avec toi, ou ils sont en train de préparer quelqu'un d'autre pour venir te renverser. Et vous dites que, quand on analyse comme ça, vous dites que non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est quoi? Mais c'est des situations qui sont tellement claires, on n'a pas besoin d'aller faire doctorat en Sciences Po pour le savoir. Et même éclair, voilà encore une autre communiqué. Quand les gens sont allés dire que notre café cacao, comme on appelle, on exploite les enfants, parce que les gens ne voulaient pas payer notre cacao, ils ont trouvé un prétexte pour dire qu'on fait la déforestation, on exploite les enfants. Mais le président a dit quoi? Que quand on prend en termes d'usine, d'industrialisation du monde, mais les gaz à effet de serre ou bien, comme on appelle, la pollution qui se dégage de ces usines-là, mais c'est l'Afrique qui paye le plus lourd tribut de ça. Mais combien d'usines sont implantées en Afrique? Mais vous nous intoxiquez et vous voulez mettre, comme on appelle, la responsabilité sur nous. Et le président a dit non, que ce n'est pas ça, lui n'est pas d'accord avec ça, que le fait de dire que nous on exploite des enfants et qu'on continue de faire la déforestation, le cacao vient de la déforestation, mais on a mis un comité de lutte contre le travail des enfants qui est piloté par la première dame et qui fonctionne bien. Mais si vous ne voulez pas payer notre café, notre cacao, nous on va se retourner vers d'autres partenaires éclairés. Est-ce qu'il y a un message qui est plus clair que ça? Et c'est déjà dans les faits. Et c'est déjà dans les faits. Et vous qui pensez que vous connaissez tout là, vous ne connaissez pas tout que nous. Hein? Non, mais en réalité, quand quelqu'un pense qu'il connaît là, c'est qu'il ne connaît absolument rien. Il ne connaît rien. Les faits sont là. Quand le président a dit ça, mais est-ce qu'on n'a pas vu les faits? On a vu les faits ici. Donc tout ça pour montrer que la France n'est plus rien ici sur le continent. Moi je le dis honnêtement. Et je vais revenir pour dire que la Côte d'Ivoire que vous voyez, vous pensez à la France ne décide, en réalité la France ne décide rien en Côte d'Ivoire. La France ne décide rien. Pour celui qui connaît l'influence française sur le continent africain, surtout en Afrique de l'Ouest, et qui vient trouver la France dans cette position, mais allez-y comprendre quelque chose. Pourquoi vous voulez aller forcément que celui-même qui a fait doctorat, même là, ou qui a professeur, quoi, là, il n'a qu'à venir vous expliquer ça? Non! Les faits sont visibles. En réalité, la France n'a pas encore fini de payer, comme on appelle, de récolter les résultats de sa mauvaise politique. Là. La France n'a pas encore fini.
Et ça sera encore plus dur pour la France. Effectivement. Asseyez-vous seulement pour regarder. Effectivement. Ça sera plus dur pour la France. Hein? Aujourd'hui, regardez comment vous pouvez vous imaginer éclairer. La Russie peut venir en si peu de temps et puis avoir cette percée, surtout en Afrique de l'Ouest. Comment vous pouvez vous imaginer? Qu'est-ce qui a pu bien se passer si ce n'est la mauvaise politique et l'hypocrisie de la France qui nous a envoyé dans ça? Oui. Donc, on regarde des situations, on dit aux gens, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui n'est pas chose, mais malgré ça, des gens trouvent que ce n'est pas ça. Et je vais te dire que les gens, souvent, tellement qu'ils ont trop parlé, mais après qu'ils voient que nous on a dit la vérité, la honte fait qu'ils ne peuvent pas dire que nous on a dit la vérité. Ils savent. Parce que nous on a dit que nous on n'a pas d'état d'âme ici. On fait une communication selon ce que nous voyons et selon ce qu'on entend. Mais aujourd'hui, moi, ça me fait de la peine pour la France. Et en même temps, moi, je dis que c'est bien fait. Ça va amener si la France veut réellement garder encore certaines colonies qui sont encore là comme partenaires. La France a le libre choix de revoir son calepin de politique là et redéfinir certains accords. Cela peut encore sauver la France, la peau de la France sur le continent africain, notamment sur l'espace ouest africain. Sinon, il faut de quoi la France n'a qu'à dire au revoir, en tout cas au continent africain. Et le Niger, c'était aussi éclairé, un pays très stratégique pour pouvoir lutter contre les djihadistes. Mais aujourd'hui, voilà ce Niger-là qui tombe dans la main de la Russie. Moi, je vais le dire, ce n'est pas encore défini, mais je vais le dire. Ok, mais le roi, le Niger vient de... Oui. Pardon, il faut aussi expliquer certaines choses, parce que nous, cette plateforme-là, on est là pour ouvrir les esprits. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un. Et tu l'as déjà dit, on n'a pas d'état d'âme. Ce que nous, on te dit aujourd'hui, là, tu peux ne pas aimer. Mais ça va se terminer par ça. Et c'est pourquoi on dit à quiconque, tout ce qu'on a eu à dire là, va prendre quelque chose, tu dis, bon, hier vous avez dit ça, aujourd'hui c'est faux. Ça aussi là, on mesure la qualité d'une personne à travers, comment je vais dire, la fiabilité de ses propos. Si la France est dans le Sahel là, c'est pas pour protéger les pays africains. Il faut qu'on vous dise ça aussi. Vous voyez, à partir du Sahel là, on peut mettre des missiles pour bombarder l'Europe. C'est ce qu'ils sont venus pour protéger. La Russie aussi s'est dit, si je suis aux portes de l'Europe, là, de la manière ils sont allés s'installer en Ukraine, là, s'ils bombardent chez moi aussi, je garde de l'autre côté derrière eux. Voilà tout le jeu qui est en train de se faire. Et donc, pour pouvoir maintenir cette position-là, ils sont en train de chasser le rôle qui a été donné à la France, là, ils sont en train de chasser la France de ces territoires-là. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce que je suis en train de dire. Ouais. Ça veut dire, aujourd'hui, là, l'Europe sait que pour se protéger, là, parce qu'aujourd'hui, il y a un manque de ressources naturelles. Il y aura une compétition rude. L'Afrique, si vous regardez la carte du monde, l'Afrique est située dans le centre du monde. Maintenant, plus on va vers le nord de l'Afrique, on se rapproche de l'Europe, de l'Espagne, de la France, de l'Italie et autres. Or, eux sont des territoires de l'OTAN. Quand tu vas vers l'Est, tu retrouves l'Ukraine. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Et tout le monde a les yeux là-bas. Les Russes se sont dit quoi? Malgré qu'on est en train de mener la guerre avec l'Ukraine là, on va chercher aussi ce qu'ils nous ont fait là, on va leur faire la même chose. Mais nous, on va sortir derrière eux. C'est pourquoi les Russes, petit à petit, ils ont commencé à percer en Centrafrique. Ils sont venus en Libye. Ils veulent couper. J'ai déjà fait une émission sur ça. C'est pourquoi je ne vais pas trop rentrer dans les explications. Mais aujourd'hui, ça devient plus grave. Quand ils ont pu avoir le Niger et autres, ça ne fait que conforter leur position. Ça veut dire aujourd'hui, s'il y a une guerre mondiale là, la Russie peut bombarder l'OTAN sur deux fronts. Sur le front que vous connaissez à partir de l'Ukraine, mais aussi à partir des zones de l'Afrique. La Russie peut bombarder l'Europe aujourd'hui. C'est ce qu'on a, et c'est ce combat-là qui est en train d'être mené. Si vous pensez que c'est un combat pour faire plaisir aux Africains, mais pour soutenir le gouvernement malien, c'est faux. C'est un combat pour affirmer sa suprématie. Je crois que ça encore c'est clair. S'il y a quelqu'un qui sait quelque chose mieux que nous, et quelque chose qui peut être plus ténable que ça, on met quiconque au défi de venir nous dire ça ici. C'est clair.
Laura, vous avez la parole. Ok. Donc, vraiment, merci. Moi, vraiment, c'est quand même un peu disant, mais pour les avertir, c'est pas surprenant. Et il fallait donc arriver à ce résultat-là pour redéfinir la politique française. Et puis, je suis en train de dire aussi que, en fait, c'est une redistribution des cartes. Hein. La France qui faisait, comme on appelle, l'appui et le votant sur le continent, vous voyez que la France est talonnée. Donc, la France n'est plus celle-là à qui on pouvait tout laisser sur le continent. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est à elle maintenant de revoir sa politique, hein, et puis redéfinir certains actes de sa politique avec les autres pays africains. C'est ce qui peut faire encore que la France ait quand même encore une certaine crédibilité, comme tu l'as dit, parce qu'il n'y a plus de crédibilité. La France est discréditée. Il n'y a plus de crédibilité concernant la France, et puis avec les pays africains, il n'y en a pas. Donc, je crois qu'il appartient maintenant à chacun, surtout aux Français, de voir et puis de faire le bilan de sa politique depuis les années 60 et jusqu'en 2023. De faire le bilan de sa politique là, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais pourquoi aujourd'hui, nous qui étions si forts, se retrouvent aujourd'hui dans une position de faiblesse au point qu'on soit menacé. Mais malheureusement, je l'ai dit, la France ne changera pas cette politique-là. La France ne changera pas et la France sera bel et bien votée hors du continent africain et la France va aller se faire voir ailleurs avec sa politique. Donc c'est clair. Et clair, tu vois, Djibouti, tu sais que la France a une base là-bas, un 43e bâtiment là-bas. Mais la France était là-bas seule. Mais depuis un certain nombre d'années, la Chine a une base là-bas aussi. La Chine a une base là-bas, une base militaire, comme on appelle, en Djibouti. Donc la France n'est plus, la France est concurrencée par tout sur le continent africain, que ce soit l'Afrique noire, francophone, l'Afrique, comme on appelle, noire anglophone, l'Afrique arabe, francophone ou arabe, en tout cas là-bas. La France est talonnée, est combattue là-bas, concurrencée. Mais c'est bien qu'il continue comme ça. Mais comme je l'ai dit, peut-être c'est passé comme ça, mais les gens n'ont qu'à regarder. Si la Côte d'Ivoire, sur qui la France peut encore s'appuyer pour mener certaines opérations dans la sous-région, échappe à la France, plus le Sénégal, vous allez voir. Militaire, la France va quitter comme on appelle, une union va se réveiller, vous allez entendre que la France n'est plus sur le continent. Et je dis que Emmanuel Macron a été un cachet pour la France. Je le dis. C'est sous son règne, on a vu tout ça. Là. Quand tu vois Emmanuel Macron et Poutine là, il devient petit comme ça. Pourtant, la France, c'est une puissance militaire. Quoi qu'on dit, la France n'est pas un pays, n'est pas n'importe quel pays. Il faut le dire honnêtement, la France n'est pas n'importe quel pays. Mais si par la faute d'un président faible, la France se retrouve dans cette position-là, je dis c'est bien. Chaque peuple mérite son dirigeant. Les Français ont mérité Emmanuel Macron. Et ça ne fait que commencer. Ils n'ont qu'à continuer dans leur politique. Là. Et donc, par rapport au RHDP, on a déjà parlé du cas de Johnny Patiko, et il faut que quand même la justice essaie de voir. Et moi, j'ai dit, ce sont les prémices des élections municipales, régionales et des élections de 2025. Ce sont ces prémices-là qui sont en train de se dessiner. Des gens qui sont à l'opposition et qui agressent les gens comme ça. Donc si ceux-là ont pris le pouvoir ici, personne ne peut parler dans ce pays-là. La liberté qu'ils ont pour agresser les gens comme ça, personne ne peut agresser quelqu'un comme ça sous leur pouvoir. Et trop de laxisme
au sommet de notre État. Il y a trop de liberté, trop de liberté. Voilà pourquoi on nous dit trop de liberté tue la liberté aussi. Voilà aujourd'hui. Et je l'ai dit, il n'y a pas un instrument qui peut mettre pression sur les gens pour arrêter les sales besognes. S'il y avait la justice, si on avait vu la justice a condamné des cas comme ça, on allait dire que les gens allaient arrêter. Mais la justice n'a jamais fait. Aujourd'hui, les gens se retrouvent à agresser des gens parce qu'un maire qui n'a pas travaillé, il ne veut pas qu'on parle de son bilan. Pourquoi tu ne veux pas qu'on parle de son bilan? Comment on appelle, les maires qui ont travaillé dans leur commune, là, quand tu vas filmer chez eux, là, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils savent que grâce à ta vidéo, là, les gens vont savoir ce qu'ils ont fait dans leur commune. Mais quand tu vas agresser quelqu'un, mais ça relève de l'incapacité notoire. Tu n'as pas travaillé et c'est très déplorable. Et c'est le même cas que Assali Tchimoko. Ceux-là, la population ne doit plus leur accorder leur confiance. Il faut les dégager de ces mairies-là. Il faut les dégager. Ils ne méritent pas d'être maires. Donc c'est aussi simple que ça. Et donc, comme on l'a dit, il y a beaucoup de communes ici à Abidjan. En tout cas, nous là, il faut qu'on ait ces communes-là. Mais Inch'Allah, on va travailler pour les avoir. Le cas de Abobo, vous voyez cette question de Koné Tefou et puis Koné Gosier, candidat PDCI, mais à la vérité, on peut dire que Zoro Guillaume veut faire plaire, comment on appelle, veut plaire à Zoro Guillaume en retirant son candidat au profit de Koné Tefou. Mais en même temps, Koné Gosier, Henri Koné Bédié sait que le PDCI ne peut pas gagner à Abobo ici. Et comme il a vu un peu ce qui s'est passé en 2018, il pense que celui qui est le mieux placé pour combattre le RDP aujourd'hui à Abobo, c'est Koné Tefou. Parce que mine de rien, il a eu 21%, hein, je crois. Il a eu 21% en 2018 contre Ahmed Bakayoko. Donc, quand ils ont jugé ça, ils se disent qu'avec les 21%, si on retire notre candidat et qu'on ajoute notre candidat à Koné Tefou, on aura nos militants, plus ceux qui vont voter Koné Tefou, ça peut nous faire gagner. Vous voyez? Parce que le PDC ne peut pas gagner à Abobo. Donc voilà pourquoi ils sacrifient leurs militants. J'ai dit bien militants. Koné Gosier, c'est pas. Vous-même, vous avez vu dans la vidéo, c'est pas n'importe qui, hein. Il n'était pas n'importe qui au PDCI, même avec l'âge. Il était maire du PDCI de 95, je crois, à 2000. 2001, on vient tout comme ça. Parce qu'on appelle tout à 2000. Il a été maire. Donc, quand vous voyez ça, tu retires ton candidat pendant que toi-même tu combats les candidatures indépendantes et tu dis à ton candidat de venir s'associer à un indépendant qui n'est même pas du PDCI. Comment vous comprenez ça? Mais je crois qu'ils auront fait rapport ici. Ils auront fait, en tout cas, ils auront fort à faire ici à Abobo et on verra au soir du 2 septembre. Et donc, vraiment, le temps a avancé et je dis merci beaucoup à tout le monde et que nous disons au président Hassan Ouattara de continuer à parfaire son œuvre de développement. Et je vous assure aussi que j'ai eu le plaisir et l'honneur de visiter le tunnel d'Abobo, d'échanger d'Abobo, et j'ai même mis sur ma page. Et quand vous voyez ce chef-d'œuvre-là, vous allez comprendre que le président Hassan Ouattara, c'est un lingot d'or. Et quand je regarde tout ça là, je dis qui pouvait venir faire ça à Abobo si ce n'est le président Hassan Ouattara. Mais quand vous rentrez dans le tunnel, malgré que les travaux ne sont pas terminés, mais vous allez vous rendre compte que, franchement, c'est le bâtisseur infatigable. C'est véritablement un chef-d'œuvre. En tout cas, j'ai eu ce privilège-là et moi je dis merci à ceux qui ont permis que je puisse visiter et puis voir. Vraiment, c'est bon. C'est très bon. Et les autres échangeurs,
sont en cours de... bientôt, il y a d'autres travaux qui seront lancés et de construction d'échangeurs à Bobo. Et je crois qu'il y a eu déjà le test du sol sur ces différents sites-là. Mais les gens attendent que ces travaux-là puissent avancer pour faire, parce que si on met tout ensemble, on ne pourra plus sortir d'Abobo. Déjà, avec la construction de l'échangeur de la mairie, on a des difficultés ici à Bobo et pour sortir. Et c'est quand ils vont avancer avec ce travail-là que les gens peuvent lancer peut-être celui d'Agripac et Carrefour Diallo, peut-être sans manquer le rond-point du Banco. Donc, Abobo sera véritablement une commune transformée sous le leadership du président Hassan Ouattara. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée à chacun. Merci. Merci beaucoup, le roi. Merci à toutes ces personnes qui nous font confiance. Et il y a notre frère Saïd Kouda du Burkina Faso, Sayouba Kouda, qui nous demandait, mais je voudrais poser une question. Mais l'arrivée des Russes pourrait-elle mettre fin au terrorisme en Afrique? Non, cher frère. C'est le dernier de leurs soucis. Voyez-vous, si vous suivez nos émissions, je vous ai dit que la définition du vrai terroriste, ce n'est pas ce qu'on vous montre. Les vrais terroristes, ce n'est pas les quelques personnes qu'on vous montre. C'est quelque chose de plus complexe. C'est une fabrication pour atteindre des objectifs de division économique de l'Afrique. Mais en même temps, là, on parle d'argent, on parle de guerre. Et donc, dans cette division économique-là, chacun se prépare pour pouvoir frapper l'autre là où il faut. C'est pourquoi chacun cherche à se positionner dans le monde. De la même manière que l'OTAN veut percer pour pouvoir aller se mettre au nez comment on appelle, de la Russie à partir de l'Ukraine là. Eux aussi, ils vont chercher aussi à frapper l'OTAN de par derrière. Et donc, les terroristes, c'est une autre affaire. Et ça n'intéresse personne. Et l'autre l'a déjà dit, hein, le chef de Wagner, Prigogine, a dit que les Africains peuvent crever, ce n'est pas leur problème. Et c'est une réalité qu'il dit. C'est le dernier de leurs soucis. Pourquoi? Parce que la Russie même là, ne tient pas compte du droit international. Parce que quiconque tient du droit international doit tenir compte des droits humains. Or, en voulant tenir compte des droits humains, la Russie se condamne par les actes qu'elle a déjà posés. Et donc, elle ne peut pas se condamner d'office. Parce que sur le terrain du droit, elle n'aura pas d'argument. Et donc, elle va continuer à œuvrer dans l'illégalité pour s'imposer par la violence partout où elle sera. C'est ça, malheureusement, la réalité. Et donc, le monde est cruel. Oui. Oui. Éclairé. Ah non, j'ai tout que tu as fini, j'allais ajouter quelque chose. Ah non, vous pouvez ajouter. Vraiment, cher frère Sayouba Kunda, vraiment, on est désolé de te dire la vérité parce que nous, on ne cache rien ici. Il ne faut pas espérer. Et puis, il ne faut même pas, un jour, tu vas être dans ton sommeil et puis tu vas voir que Wagner a pu capturer des terroristes. Ça sera un faux rêve. Ça ne sera pas la réalité. Voilà pourquoi nous disons que les coups d'État ne sont pas une bonne chose. C'est les coups d'État qui ont favorisé de fait la recrudescence de l'insécurité dans le nord du Burkina et du Mali, mais c'est les coups d'État qui sont venus avec ça. Les présidents démocratiquement élus qui étaient là, c'est vrai, la situation n'était pas rose, mais elle était acceptable. Les populations vaquaient à leur occupation, mais depuis que ceux-là ont pris le pouvoir, mais regardez, ils sont plus dans la communication de propagande qu'ils ne posent des actes sur le terrain. Et chaque jour, les populations ne font que subir le diktat de ces terroristes-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Au nord même du Mali, Wagner, ils sont venus pour piller les ressources. Quand Assimi Goïta paye 6 milliards de nos francs à Wagner, alors que la population crève dans la faim. Mais c'est pareil pour le Burkina, cher frère, on ne va pas te mentir ici. Wagner n'est pas venu pour protéger, les populations et pour chasser le terrorisme. Wagner est venu pour piller les ressources et puis avoir une assise ici pour créer leur politique de vente d'armes et rien d'autre. C'est tout quoi. Vraiment, que Dieu nous donne la bonne compréhension. C'est tout ce que je voulais. Et pour ajouter, cher frère Saïd Kouda, regardez un peu les crimes, les viols et les assassinats qui sont perpétrés par Wagner. Et comparez-la avec ce que les terroristes font. C'est la même chose. Toi, tu es un voleur, moi, je suis un voleur. Comment moi, je parle et toi, tu donnes des conseils? Je crois que de cette façon-là, c'est vraiment bien compris. Et malheureusement, il ne faut pas espérer grand chose. Mais il y a toujours un espoir
quand les populations africaines vont véritablement prendre conscience qu'il faut se mettre ensemble et que ce combat-là, on doit le mener ensemble et le gagner ensemble, c'est là qu'on va pouvoir trouver une issue de sortie. Et donc, on ne va plus abuser de la générosité des uns des autres. Et j'aimerais aussi saluer certaines personnes comme Olivia Whisper, comme Ladi Lameitus, comme aussi, qui encore, vous allez me permettre. Je voudrais aussi saluer Saïd Kouda même qui est avec nous ici. Et j'aimerais aussi saluer ces milliers d'anonymes qui sont là, parce que très peu, beaucoup sont fatigués et ça se comprend. Mais merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et merci d'avoir pris tout ce temps. On parle, on s'explique, mais l'histoire retiendra ce que nous faisons et puisse ce que nous avons dit et ce que nous continuons de dire être utile à l'humanité. C'est ça notre plus grande victoire. Parce qu'un poste, quand tu regardes l'homme, quand tu nais, tu n'as rien. Mais quand tu vas vers ton Seigneur, tu vas aussi avec rien. On lutte pour beaucoup de choses. Mais si on pose des actes de grandeur, les gens se souviendront qu'il y a des gens qui parlaient. Eux, au moins, là, ils disaient en toute sincérité ce qu'ils disaient. C'est ça la marque de cette plateforme-là. On ne cherche pas à avoir raison sur qui que ce soit. On ne cherche pas à dominer qui que ce soit. On cherche simplement à faire évoluer les mentalités. C'est ça l'objectif ici. C'est pourquoi nous n'avons pas d'ennemis en vérité. Parce que tout le monde vaut la peine d'être considéré et tout le monde doit vivre sur la terre et pouvoir exprimer ce qui est bien tendu. Vraiment, merci à vous, le B52. Merci à vous-même, le roi. Merci au cyclone. On va se dire peut-être au revoir. Je salue aussi l'aîné Ouattara S. Mamadou. Et si vous le voulez, je peux vous laisser dire en 2 ou 3 minutes les mots de fin, si quelqu'un a quelque chose à dire. Ok. Vraiment, mon mot de fin, c'est que la paix continue de régner sur la Côte d'Ivoire. Bien que cette paix tant recherchée n'est pas définitivement retrouvée, mais avec ce que nous voyons avec le président Hassan Ouattara, il y a de l'espoir et nous avons une mille raisons d'espérer et de croire, en tout cas de croire en cette paix-là. Et je dis aussi, puisse Dieu protéger en tout cas le président Hassan Ouattara et lui donne une bonne santé, parce que en vérité, sans la santé, on n'y peut rien. Et il est rentré de son séjour de France. Et vraiment que Dieu le garde. Et aussi aux élèves de la classe, restons comme ça, et sur notre ligne de communication. Voilà. Et ce qui est important, c'est de dire la vérité. Et même quand elle est contre nous, il faut la dire. Et je crois que ça aussi, c'est la marque des grandes personnes. Et nous, on a toujours dit ça ici. Quand c'est mal, on vient dire c'est mal. Quand c'est bon, c'est bon. Voilà. Depuis 2020, on est resté là. Et merci beaucoup, vraiment. Merci à chacun. Et merci en tout cas, Olivia Whisper qui a animé le direct aujourd'hui, vraiment, et le commentaire. Effectivement. Et avec mon petit, Ladi Lameitus. Mais on va aller chercher des renforts comme vous, donc ne vous inquiétez même pas même. Comment ça? Et je salue ici notre mère adorée, Aline Bakayoko. Et il lui dit merci beaucoup en tout cas pour tout le soutien, merci infiniment. Et à Samba Kone, à Youssouf Ba, et à notre mère Fanta Kamara, et Claire toi-même, et puis le frère Sayouba Kunda. Et je lui dis de garder espoir et que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et merci beaucoup. Et merci en tout cas, toutes ces personnes qui sont restées là, et Adama Bamba, et merci au B52, le cyclone, merci beaucoup à notre mère Massara Gano, qui était là, et à la mère aussi, Sali Koni, et merci infiniment. Et je crois que demain c'est un jour, et tous les jours nous sommes ici, on va continuer. Et merci beaucoup à Sirima Sissé. Et merci infiniment, merci à tout le monde. Et je vais prendre le temps. Merci et bonne soirée à chacun. Merci effectivement, que la paix de Dieu demeure en nous. Demain, on se retrouvera.
Bonne nuit à chacun. Merci à tous. Merci, merci, merci.